Annabelle venait de découvrir une jolie robe dans le fond d'une boutique de prêt-à-porter de Montréal, quand une vieille dame la vit et resta figée devant elle. On l'aurait dit tout droit sorti d'une boîte à surprise. Ses cheveux, teints en noir avec des reflets bleutés, étaient ébouriffés comme si elle avait reçu une décharge électrique. Ses pommettes écarlates luisaient. Elle portait une tunique informe d'un violet éclatant qui descendait jusqu'au sol. Un énorme collier de perles était accroché à son cou et dansait sur son opulente poitrine. Ses 1000 bracelets tintaient à chacun de ses mouvements. « Vous allez bien ?» demanda Annabelle, stupéfaite. « Tu n'as pas idée de ce qui te pend au bout du nez » l'avertit la dame en lui saisissant le bras. « Pardon ? Tu as tout en toi pour faire de ton passage ici une réussite, mais tu l'as oublié. Je vois le grand amour. Il habite tout près et le destin vous réunira. » Mélanie Fortin a une formation en comptabilité, mais sa véritable passion, c'est l'écriture. Ainsi, en 2001, elle publie son premier recueil de poèmes, La caresse des mots. Elle s'attaque ensuite à un premier roman, Elle danse avec la folie, paru en 2011. Et aujourd'hui, on parle de son dernier roman, Dans de beaux draps en Italie. Bonjour Mélanie. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Mélanie, vos œuvres sont très différentes les unes des autres. Est-ce que c'est différent d'écrire de la poésie que du roman? Au niveau de votre travail, comment ça se passe? C'est un bout de temps de ma vie où j'avais préadolescence, adolescence et jeune adulte. J'avais besoin d'exprimer mes émotions. Puis c'était la manière qui est venue vraiment tout seul. Ça passait comme une bulle. Tu sais, je pouvais être en train de faire n'importe quoi. Puis tout d'un coup, ça passait. Je prenais une feuille. Ça pouvait être la nuit quand je me réveillais. J'avais toujours une feuille, un crayon. Et là, je l'écrivais tout d'un trait. Puis ça donnait un poème. Donc, c'est ça, là, j'ai délaissé ça après pour les romans. Puis en ce moment, je suis là-dedans. Je suis vraiment dans les histoires, plus que la poésie. Puis votre deuxième roman aborde le thème de la schizophrénie, qui est un sujet quand même très sérieux. Est-ce que ça vous a demandé une recherche particulière? Est-ce que ça a été long à préparer, ce roman-là? Ce roman-là, je l'ai écrit parce que j'ai un proche qui a cette maladie-là. Puis moi, j'ai traversé avec lui toutes les périodes de psychose et quand il est tombé malade et même avant qu'on sache qu'il avait cette maladie-là. Et j'ai vu aussi la réaction des gens face à ça. Et les préjugés m'ont énormément touchée et j'ai compris que les gens avaient peur parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Donc, plus on comprend les choses, moins on a peur. Et je voulais faire, même si le sujet est lourd, je voulais que ce soit un roman qui soit quand même facile à lire, que quand on referme le livre, on a appris quelque chose, on comprend, la peur est tombée, puis aussi on n'est pas déprimé, tu sais, on est vraiment... Parce que les gens qui m'ont écrit après avoir lu ce livre-là, que ce soit des gens qui côtoient une personne qui a une maladie mentale ou des gens qui ne connaissaient pas la maladie mentale, m'ont tous dit merci d'avoir écrit ça. Donc, je pense qu'avec mon éditeur, j'ai réussi à aller dans le bon angle. Qui permettent un regard différent, probablement. Oui, exactement. Changer les choses. Hein? On change les choses petit à petit, une personne à la fois. Donc, c'est ça que j'ai essayé de faire. Pour Dans de beaux draps en Italie, qu'est-ce qui vous a inspiré? Une nuit, j'ai rêvé à cette histoire-là de Annabelle et Richard qui se passait en Italie. Je n'étais jamais allée en Italie. Donc, un matin, j'ai demandé à ma meilleure amie si elle voulait aller en Italie. Puis elle m'a dit, peut-être oui, un jour, quand on aura le budget pour y aller. Et je ne sais pas pourquoi, sur un coup de cœur, je suis entrée dans une agence de voyage. J'avais tout choisi mon parcours, j'avais choisi 6 villes et on est parti. On a mis ça sur la carte de crédit et c'était le plus beau voyage de ma vie. Donc on est parti 12 jours, on a vu 6 villes. Et puis quand je suis revenue, là j'ai terminé l'écriture du roman. Ça a donné une belle histoire. Puis j'ai voulu explorer aussi, tu sais, quand on rencontre quelqu'un à 25 ans puis qu'on se marie ou pas, mais qu'on vit avec, je sais pas, jusqu'à 40, 45 ans, et qu'un jour, on s'aperçoit que les deux ont évolué différemment. Donc, j'ai voulu explorer ça aussi. Est-ce qu'il y a des endroits
qui vous inspire pour l'écriture, par exemple? Est-ce qu'il y a soit des lieux? Bien, la nature. J'aime beaucoup la nature, donc c'est sûr que si je vais m'asseoir sur un quai près de l'eau, c'est sûr qu'il va y avoir des choses qui vont monter et de l'écriture qui va venir. Mais j'écris pas mal n'importe où parce que c'est vraiment, dès que je suis connectée vraiment, que je me sens, comme on dit, centrée avec moi-même, là, je peux être en auto, là, j'arrête évidemment pour écrire. Je peux être en auto, je peux être avec mes enfants qui courent partout, puis ça va, je vais écrire. Et je sais que dans une rencontre précédente, vous m'avez dit vouloir écrire pour les enfants. Qu'est-ce qui arrive avec ce projet-là? Ça fait longtemps que je vais écrire pour les enfants parce que j'adore les enfants. J'ai écrit une histoire il y a 3 ans que j'avais présentée à une maison d'édition, entre autres, qui finalement va publier mon livre à l'automne. Donc, ça s'appelle « Le mouton qui ne voulait pas être tricoté » et c'est dessiné par Philippe Béat. Et je suis très, très fière. C'est un illustrateur de grand talent. Chaque illustration, c'est vraiment, il a réussi à cerner mon personnage de petit mouton. Je pense que les enfants vont l'adorer, puis je pense que les adultes vont l'aimer aussi, parce que ça parle des rêves. Parce qu'on a chacun des rêves, on les a quand on est tout petit. Puis des fois, en grandissant, dépendamment de qui on est entouré, dépendamment des expériences qu'on vit, on oublie ces rêves-là. Puis je pense qu'il ne faut pas les oublier. Fait que je pense que c'est ça que j'aimerais aller raconter cette histoire-là aux enfants de maternelle, de première, deuxième année, troisième année, pour leur dire que la petite lumière, le rêve qu'il y a là, la chose qu'ils font, qu'ils se sentent vraiment vivants, bien ça, il ne faut jamais qu'ils laissent personne éteindre ça. Puis vous avez le projet donc d'aller le partager dans les lieux mêmes là, où les jeunes... Je l'ai déjà fait là, à la maternelle, je l'ai fait. J'ai adoré ça, voir les étoiles dans les yeux des enfants, puis ils levaient la main, ils posaient des questions, ça, j'ai tellement aimé ça. Je pense qu'ils ont adoré ça autant que vous, juste à voir vos yeux. Merci beaucoup, Mélanie, pour cette belle entrevue. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Fenêtre sur la côte, toujours en compagnie de Lucille Denis. Bonjour Lucille. Bonjour José. Tu nous parles aujourd'hui de... Attends que je devine, il y a des abécédaires, il y a des chiffres. Chiffrier. Ah! C'est l'équivalent pour les chiffres. D'accord. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les abécédaires. On pense que c'est pour les plus jeunes, mais en fait, ça peut être aussi pour les plus vieux. Et je vais en parler tout à l'heure. Les abécédaires, ce qui est bien, c'est que ça permet l'apprentissage des lettres, mais aussi ça permet de développer le vocabulaire. Exemple, celui-ci, bon, ce n'est pas un exemple vraiment de vocabulaire, mais ici, ce sont des onomatopées qu'on peut intégrer dans des dialogues si on fait une production écrite. Bon, je pense plus à l'enseignement. Mais aussi, on peut savoir, mais pourquoi il fait ce son-là? Donc là, on peut travailler la déduction. Puis ici, on apparaît majuscule, minuscule. Fait que dans les abécédaires, il y a toujours une lettre avec une image et c'est par ordre d'alphabet. Ici, celui-ci, j'en ai déjà un petit peu parlé, je l'aime beaucoup. On a l'équivalent pour les chiffres. Il faut trouver l'intrus, donc il faut dénommer chaque image. Il faut trouver l'intrus qui est accès à la lettre d'après. Je l'aime beaucoup. Ici, ça c'est pour les plus vieux, c'est ce que j'ai travaillé avec mes élèves de 5e année, l'alphabétiser. Donc je leur ai lu ça, on a rigolé, c'est toutes les bêtises qu'on peut faire à la maison. Et je leur ai demandé de faire une liste des bêtises qu'on peut faire à l'école. Ça a été un franc succès, vraiment beaucoup, ils ont vraiment beaucoup aimé ça. Vous avez aussi celui-ci, une lettre, ça change tout, que j'aime beaucoup. Alors, vous avez une petite description. Exemple, est-ce qu'on accroche des poules dans le sapin? Non, c'est pas poule, c'est boule. Fait qu'à chaque fois, la lettre change le sens du mot. Fait que ça, on peut faire demander aux enfants, ah, d'après toi, c'est quoi? Puis là, hop, on tourne la page, puis là, on fait, ah oui, boule. Fait que là, on peut le répéter vraiment souvent. C'est comme une sorte de jeu encore. Absolument. Puis il y a peut-être d'autres mots qu'ils découvrent qui ne sont même pas dans le livre. Ça se peut. Ici, vous avez A+1. Ça, c'est un gros coup de cœur pour moi. Vous avez la lettre A+3, fait que là on compte 1, 2, 3, D comme drapeau, domino, dépanneuse. Fait qu'on travaille le vocabulaire, mais on travaille aussi les mathématiques, parce qu'il y a +3, mais il y a aussi des -6. Fait que ça, pour les plus jeunes, ça peut être très intéressant. Souvent, la difficulté avec les +6, -6, reculer, avancer, c'est une difficulté qu'on peut retrouver. Fait que cet album-là est très enrichissant pour ça. Ça, c'est un album que j'aime beaucoup, Insectes en ombre. Ça peut être pour les plus vieux.
un gros travail au niveau du découpage. Puis là, c'est un nombre en lien avec l'insecte. Oh. Vous avez ça pour les insectes, vous l'avez pour les dinosaures, puis vous l'avez aussi pour les autres animaux. C'est très, très beau. Alors voilà, je vous ai présenté à peu près tous les livres. Ça, c'est l'équivalent de A comme baleine. Donc, moi, je les aime beaucoup, beaucoup. Merci pour cette belle chronique, Lucie. Merci à vous. Bonjour, Jean-Marc. Bonjour, José. Qu'est-ce que tu nous as fricoté? Ah, et aujourd'hui, j'ai quelque chose de bien particulier, de bien intéressant. Tu vas voir comment, évidemment, tu sais à quel point j'ai le bonheur facile. Le meilleur moyen pour ceux qui n'ont pas l'habitude de pouvoir être toujours de bonne humeur, c'est de passer à travers la maison au grand cœur. Parce qu'il semblerait-il que quand on entre dans la maison au grand cœur, le bonheur nous saute dessus. C'est vrai. Ah oui. T'es allé? Oui, mais j'y suis descendu à quelques reprises. Parce que voulais c'est pas me une le histoire dire. que j'ai beaucoup apprécié à raconter aux enfants. C'est une histoire très intéressante qui parle bien sûr du bonheur, de l'amour. C'est une histoire qui est assez facile à lire pour les enfants de tous les âges. Pourquoi? Parce que dans cette aventure-là, on est capable de pouvoir les faire bouger, on est capable de les faire imiter des chats, des loups et même le bruit d'un tambour de géant. Tu aimerais que je te la raconte? Oui. OK. Il était une fois une forêt sombre et profonde où l'on pouvait facilement se perdre. D'accord, on va rester ensemble. Et en son cœur se trouvait une petite maison. Il suffisait d'y entrer pour que le bonheur nous saute dessus. Cette maison est habitée par Mamou, une femme sauvage qu'un chat avait apprivoisée. Mamou avait longtemps erré dans la forêt, puis elle avait suivi le chat jusqu'à cette maisonnette, perdue comme elle, au fond des bois. Regarde bien là, regarde. Un soir, une famille de lutins égarés vint frapper à la porte. Toc, toc, toc. Il y avait papa lutin, maman lutine, l'ado lutin et l'enfant lutin, qui rêvait, lui, d'être magicien. C'était un beau soir de pleine lune d'été. Tout à coup, une vieille louve dans les montagnes se mit à hurler. Le petit lutin en fut effrayé. Walter le chat miaula si fort que les volets claquèrent et les fenêtres s'ouvrirent. Le vent s'engouffra si hardiment à l'intérieur que la maison en trembla. Autant, bien sûr, le petit lutin a été effrayé que Mamou est venu à son secours, l'a serré dans ses bras et lui a dit tout bas: « Ne crains rien, petit lutin. Walter miaule pour remercier la louve de son chant d'amour. Mais comme elle est dure d'oreille, il doit élever la voix. Quant à la maison, elle danse avec le vent. C'est son amoureux fidèle depuis la nuit des temps. » Tu vois, c'est une histoire, évidemment, qui se passe très bien parce que le bonheur est à l'intérieur, est au cœur de tout ça. Mais d'autant plus, c'est qu'à la fin, il y a une petite surprise. Ah oui? Oui. C'est quoi? Et tout ça, c'est une surprise. Tout ça dans la petite maison au grand cœur de Annick Poitras et Ninon Pelletier. Ben, merci pour cette belle trouvaille. Jean-Marc. Merci à toi. Mon coup de cœur, c'est l'Orangerie de Larry Tremblay. C'est l'histoire d'un jeune immigrant qui retourne dans ses souvenirs au moment où il vivait dans son pays d'origine, un pays envahi par la guerre. Il y vivait avec sa famille et c'est des souvenirs déchirants pour lui. Ça m'a fait penser à la trilogie d'Agatha Christophe, La preuve, Le Grand Cahier, La preuve et Le troisième mensonge, qui parle aussi de deux enfants qui ont dû survivre et vaincre plein d'obstacles parce qu'ils étaient dans un pays où la guerre sévissait aussi. Leur pays avait été détruit par la guerre. Ces deux histoires-là, moi, me tiennent beaucoup à cœur parce que c'est les enfants qui sont victimes des guerres. Les enfants, c'est l'avenir de l'humanité et les adultes, malheureusement, détruisent ces enfants-là. Nous voici en
compagnie de Charles pour la chronique État des lieux. Bonjour Charles. Allô José. De quoi on discute aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, on va parler de alphabétisation et lecture, qui sont en fait, pour moi, deux combats qui se complémentent. Absolument. Ça commence tôt. Ça commence très tôt, c'est ça. En fait, au Québec, on le sait, on a un taux d'analphabétisme fonctionnel qu'on appelle assez important. J'ai pris quelques statistiques là, du site de la Fondation sur l'alphabétisation. En fait, un Québécois sur 5 en 2013 se trouvait en grande difficulté de lecture en tant que tel. Ça, c'est quelqu'un qui, en fait, n'est pas capable de lire un mode d'emploi, par exemple, ou quelque chose comme ça. Mais en 2003, en fait, c'était moins que ça, en fait. Puis, on a la même statistique, en fait, on se rend compte qu'un peu moins d'un Québécois sur 2 est capable d'utiliser la lecture pour aider son autonomie économique ou quelque chose comme ça, dans le fond, lire pour apprendre, lire pour fonctionner, lire pour être un meilleur citoyen. Puis en 2003, en fait, c'était 51 %. Donc, on se rend compte que plus les années avancent en tant que telles, et pire la situation se trouve. C'est assez étonnant. On serait porté à croire que c'est l'inverse, en fait. Oui, tout à fait. Puis c'est surtout avec les efforts qui sont faits en alphabétisation. Moi aussi, j'avais l'impression, en me disant, bien, peut-être que la situation pourrait s'améliorer, mais pas tant que ça. Puis ça m'amène au point que, pour moi, la lecture, c'est aussi un combat qui est important parce que, évidemment, les efforts qu'on fait en alphabétisation sont primordiaux, puis il faut continuer à les faire, puis il faut même pousser pour en faire plus. Davantage, mais une fois qu'on est alphabétisé, c'est aussi démontré que si on arrête de lire, on finit par perdre nos compétences en littératie. Dans n'importe quel domaine, c'est la même chose. Exact. Tu ne pratiques pas, tranquillement, ça se perd. Bien, c'est ça. Puis en lecture, c'est peut-être un peu... Dans le sport, par exemple, évidemment, c'est très intuitif. Hein? Ça parle fort comme exact. parallèle. Oui, c'est ça. Donc, moi, je cours des marathons. Si j'arrête de courir, bien, je ne serai plus nécessairement capable de courir mon marathon. Tu sais, je vais peut-être être capable de faire un 10 km, mais... Tu vas courir, mais pas au même niveau. Exact. Bien, c'est la même chose. Quand on va à l'université ou on est aux études, on a besoin de lire beaucoup. Puis là, oups, on rentre sur le marché du travail. Si on arrête complètement de lire, bien, les compétences de lecture qu'on avait pris dans nos études, on va les perdre tranquillement. Puis pour moi, une des solutions à ce problème-là, c'est qu'il faudrait vraiment valoriser plus l'acte de lire. Un peu comme on le fait avec le sport. Quand on voit quelqu'un faire du jogging, on se dit « Ah, bien, cette personne-là, elle prend soin d'elle, elle prend soin de sa santé, elle nous coûte moins cher en tant que telle au système de santé parce qu'elle risque d'avoir des meilleurs poumons. Puis c'est ça, fonctionne mieux. Puis elle va mieux vieillir. » Bien, quelqu'un qui lit, comme toi. Sans compter que c'est tellement un grand plaisir. Ben oui, en fait, c'est la même chose. C'est comme au début, là, quelqu'un qui commence à faire du jogging, là, il ne dirait pas nécessairement que c'est un grand plaisir, mais à force de le faire, on finit par s'y plaire beaucoup. C'est la même chose avec la lecture. Puis moi, je trouve qu'on devrait se dire que quand on voit quelqu'un lire, on devrait se dire, ah ben cette personne-là, elle prend soin de sa santé intellectuelle, elle prend soin de sa santé économique, puis elle prend les moyens pour être autonome, puis amener plus à la société. Bien, merci, on garde ça en mémoire, puis on lit. Toujours en compagnie de mes fidèles collaboratrices au Club de lecture. Cette semaine, on vous propose « Et au pire, on se mariera » de Sophie Bienvenue aux éditions La Mèche. C'est un livre que j'ai adoré, moi aussi. Quand on le choisit, c'est pas parce qu'on ne l'aime pas. C'est un livre qui a été adapté à la scène et aussi à l'écran. C'est un livre coup de poing. C'est un livre qui raconte, en fait, par la bouche du personnage principal, qui est Aïcha, une adolescente. On sait qu'il est arrivé un drame et l'histoire, on la découvre simplement parce qu'elle raconte. Elle se raconte à quelqu'un dont on ne connaît pas le nom, on ne connaît pas non plus l'identité. Ça peut être une avocate, une psychologue, une policière. On sait que s'est passé quelque chose de pas drôle. Et on va découvrir au fil de ses confidences qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie. Elle vit avec sa mère monoparentale dans un quartier difficile. Et elle aimait beaucoup son père adoptif. Et quand la maman l'a mis dehors, bien, Aïcha s'est un peu révoltée. Puis là, on apprend en filigrane qu'il y a eu des gestes déplacés et peut-être plus. Et finalement, Aïcha va rencontrer un jeune homme beaucoup plus vieux qu'elle
qui va vouloir lui venir en aide. Et là, elle tombe en amour avec lui. Mais Parce qu'elle traîne un peu dans la rue, hein? Oui. Elle part, elle traîne, on ne sait pas trop ce qu'elle cherche. Elle mais- se cherche Mais probablement elle aussi. se cherche. Et lui, en voulant venir à son aide, veut lui offrir son amitié. Elle tombe en amour, mais un amour impossible. Elle ne fait pas la part de la réalité en ce sens que pour elle, c'est le but de la vie. Là. Elle va finir par nous faire comprendre que ce qu'elle dit, c'est pas toujours la vérité. Puis on l'apprend autant dans ce qu'elle dit que dans ce qu'elle ne dit pas. Elle fabule beaucoup. Elle fabule, elle ment, elle se ment. Ouais. Mais c'est pas volontaire, c'est propre, on dirait, c'est propre à son âme. Des fois, elle veut jouer avec nous. voilà. Parce que, Oui. mais c'est une adolescente. Ouais. Fait que- mais dans sa découverte, c'est naïf aussi, cette façon-là de croire que, mais c'est ça l'amour. Puis comment ça se fait que. Absolument. Et de s'abandonner à ça, là, c'est complètement. Oui, elle vit dans ses illusions, tout ça, puis ça va l'amener très loin. Oui. Mais c'est vrai que c'est Mais fascinant. c'est ça, plein c'est- d'interrogations face à l'identité de cette jeune Absolument. femme-là. Elle est schizophrène, tu sais, une demi-vérité. C'est Aïcha qui fabule. Oui, En tout cas, même jusqu'à la fin là, de la lecture, là, Même par rapport à j'ignorais ce la vérité. Tu sais, tu ignores la vérité Oui, de absolument. cette petite Aïcha-là. Moi, je trouve qu'elle a un talent immense pour réussir à nous faire ressentir, à nous expliquer, à nous amener sur le chemin, par la main presque. Mais c'est d'une vérité criante. On y croit, on voudrait y croire avec elle, en fait. Puis on se rend compte que quelquefois qu'elle raconte, elle sait qu'elle raconte des choses qui ne sont pas vraies. Puis elle revient là-dessus, elle se corrige elle-même. Mais puis elle s'enfarge, la petite fille, là, magnifiquement, dans le sens que c'est bouleversant. Son expérience, sa première expérience sexuelle, dans le fond, là, on la vit avec elle, puis elle s'impose elle-même une expérience difficile, particulière, parce qu'elle veut justement être disponible pour son fameux son héros, exactement. Puis c'est là où la distorsion, hein, comment cet univers-là, la réalité, c'est peut-être ça que tu as senti un peu. Mais d'ailleurs, la par rapport à vie. son beau-père, on s'entend Un conjoint de conjoint fait, avec là, sa mère, qu'elle aimait beaucoup. Elle l'aimait beaucoup. Alors, quand sa mère l'a mis à la porte parce qu'elle a découvert des choses, elle, dans le fond, elle veut compenser l'amour. absolument. Parce que sa mère, elle est en conflit. en conflit, Il s'aime Mais plus. elle l'aimait Ben, sa beaucoup mère, elle l'aime parce que- beaucoup, là. Mais elle a aimé aussi son beau-père parce que oui, mais c'est lui, ça. lui a montré Il un faisait- amour qui était comme plus ou moins sain, là. Mais elle est Absolument. plus capable de discerner ce qui Voilà. oui. Pour elle, c'était Ça Ben, l'a c'est probablement ça. complètement mêlé. ça fait là. partie c'était c'est ça, la la l'amour, réalité, oui. Exact. C'est Mais l'image de la qu'elle a eue. façon, exact, mais de la façon que l'écriture, hein, de magnifique. Sophie, Magnifique. puis c'est pas pour rien que ça va être repris aussi, ça a été repris au Ça a été cinéma. repris de façon extraordinaire. Ouais. C'est le film de Léa Que Paul. j'ai pas vu, j'ai pas eu la chance de le voir, mais tu sais, le texte est fort, Ah, les personnages absolument. sont forts. C'est vraiment un coup de poing. Il y a un peu comme dans d'autres romans, là, un dont on a parlé précédemment, Le Plongeur. C'est un monde où la réalité est crue, c'est très actuel. Ces deux amis, c'est des travestis. Oui, c'est des qui font la prostituées rue, travesties. exactement. qui font la rue. Et c'est là qu'elle va chercher son amitié. Et Référence en amour. c'est référence en Oui. amour. Et il y a un côté très désillusion aussi là-dedans. Il y a un côté... Mais c'est beau, ça reste quand même. Moi, j'ai pas trouvé ça grave non Non. plus à la lecture. Oui, c'est dramatique, là, Oui, on c'est s'entend. ça. On n'est pas en train de lire Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais Bienvenue arrive à nous montrer une jeune fille, somme toute. attendrissante. Oui, Ah oui, oui. attendrissante, puis Comment curieuse. l'aider? Et oui, comment l'aider? puis, tu sais, Oui, oui, une audacieuse, Oui, là, absolument. Le personnage en qui elle s'attache, Baz, une bonté, tu sais, ça existe encore des gens comme ça qui veulent faire une différence, puis qui Quelqu'un. l'observent dans la vie, là, ils ont de la misère, ces gens-là, comment je peux être auprès d'eux? Ils se rendent compte que c'est un peu maladroit en bout de ligne, mais il reste que c'est ça, puis c'est magnifique, là. Tout est en fonction de son amour pour lui, puis comment elle le rêve, cet amour-là, parce que de la façon dont elle en parle,
on se dit, mon Dieu, ils sont allés loin. Puis après ça, elle revient là-dessus, puis on dit, elle rêvait ça. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est écrit avec beaucoup, beaucoup de talent. C'est une lecture dont on ressort pas indifférent. C'est agréable. Je la recommande à tout le C'est tout monde. petit, ça vaut la peine. Ça se lit bien. C'est là-dessus que se termine notre club de lecture. Je remercie mes 4 merveilleuses invitées, Ivana, Diane, Simone et Carole. Merci de votre générosité et de votre atout. À la prochaine. Voilà qui met fin à notre émission pour aujourd'hui. J'espère que vous... Pour cette deuxième émission... Excusez. Avec le livre chronique post-apocalyptique. On va recommencer. Il nous est arrivé en 2016 avec le livre chronique post-apocalyptique d'un enfant sage. C'est moi. Chronique post-apocalyptique. Non, recommence. Tu gardes pas ça, hein? Ça se passe bien, on a presque fini. Puis non, ça roule, je suis content. Voici qui met fin à cette 3e saison de la médiathèque. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à nous regarder que nous avons eu de plaisir à la préparer pour vous. Et il me reste à vous souhaiter un très bel été et surtout de belles lectures.